Salut, c'est Jean Z, bienvenue dans ce nouvel épisode du Casque et l'Enclume. Un nouvel épisode du Casque et l'Enclume entièrement consacré à une exclusivité de la console PlayStation 4, son titre Ghost of Tsushima, épisode en compagnie de la crème de la critique vidéoludique qui ne prend pas de vacances. Marie-Lise Vallée, bonjour. Jamais. Bonjour tout le monde. Jamais, ouais. Un petit peu, on te l'espère quand même. Pierre Mogin, salut. Salut. Après un long combat avec Skype, nous avons réussi à nous connecter. Ça, c'est bien. On a gagné. Ouais, c'est ça. C'était un peu les 7 samouraïs, mais version Skype. Le Japon du XIIIe siècle, donc voilà le décor de ce Ghost of Tsushima. Japon féodal durant l'époque de Kamakura. On y incarne un samouraï qui rentre dans le maquis suite à l'invasion mongole sur les îles de Tsushima, justement. Et une invasion bien réelle, une invasion qui a existé dans l'histoire. C'est une espèce de simulation, on va le voir, de Kurosawa, déconseillé aux moins de 18 ans. Ça saigne un peu. Ghost of Tsushima, donc jeu signé d'un studio américain, Sucker Punch, à qui l'on doit notamment la série des Infamous, et qui tente avec cette virée japonaise de faire autre chose que du Sly Raccoon ou du Infamous, justement. Marie-Lise Vallée, première impression avec ce Ghost of Tsushima. Déjà, pour remettre un tout petit peu dans le contexte, enfin ce que tu as déjà fait, mais plutôt au niveau du personnage, c'est-à-dire donc on incarne Jin Sakai, qui est un jeune samouraï voilà, sur cette île à cette époque-là, donc avec tout le folklore qu'on imagine autour des samouraïs, à la fois vestimentaire, à la fois au niveau de la personnalité, des gens qui sont très proches du Bushido, très proches de leur peuple et tout ça. Donc on arrive dans ce contexte-là et voilà, les Mongols arrivent et cassent tout. On va pas vous spoiler, c'est juste ça, voilà. C'est l'invasion mongole et c'est l'horreur. Et on se retrouve tout seul dans la peau donc de ce Jin qui est partagé entre le souhait de continuer à suivre sa voie du samouraï et essayer aussi de trouver des solutions pour délivrer son île de l'invasion mongole. Et donc, en incarnant ce personnage, on va devoir, errer n'est pas le bon terme, mais bon, on va devoir visiter cette île qui est un open space du coup pour trouver des objets, des pouvoirs. Enfin, j'exagère un peu en disant ça parce que c'est pas vraiment des pouvoirs puisqu'on reste dans un contexte assez historique. Et visiter cette île, débloquer des choses. Et petit à petit arriver à reconquérir cette île, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une île qui est envahie. Donc il y a des méchants de partout. Pierre Mogin, première impression, manette en main. En fait, c'est vraiment c'est un jeu en monde ouvert, donc qui ressemble beaucoup à en fait ce qui est sorti récemment dans le genre, c'est plus Assassin's Creed Odyssey, par exemple, pour vraiment donner une vraie comparaison. Donc on a donc, tout ce monde à disposition. Alors c'est pas une carte gigantesque, mais qui est quand même assez conséquente. On n'est pas effectivement dans des mesures d'Odyssey. On serait plus proche des jeux open world d'il y a 4-5 ans, on va dire, à peu près en termes de grandeur. Et ouais, en fait c'est un mélange entre donc Odyssey, entre The Witcher pour le côté il y a quelques petites enquêtes de temps en temps à faire, donc on doit suivre quelques traces, on doit retrouver certaines personnes, donc il y a un petit côté comme ça, mais c'est vraiment une sorte d'héritier des mondes ouverts faits depuis 4-5 ans. Oui, alors du coup moi je vais mettre mon grain de sel puisque j'ai pu jouer au jeu et effectivement ça m'était pas arrivé depuis un paquet de temps, et donc là j'ai pu mettre les mains sur ce Ghost of Tsushima. Alors plutôt qu'Assassin's Creed Odyssey, mais ça c'est mon point de vue, je le comparais plus à un Far Cry. Alors notamment à cause du côté escalade qui est quand même minimaliste dans Ghost of Tsushima. On est effectivement là plus pour le coup dans un Far Cry 4, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'il y a parfois des échelles, enfin des échelles, il n'y a pas d'échelle, mais bon, c'est planté dans le décor, en fait, en gros. Donc on monte des rochers, mais enfin bon, c'est pas plus que. Je trouve que c'est pas plus que ça. Du coup, il n'y a pas cette impression finalement d'escalade qu'on peut retrouver dans un Assassin's Creed. Et Far Cry aussi, parce que dans le 5 notamment, on recherchait des gens, et c'est bien le but du premier, du début de cette mission, puisqu'on se retrouve tout seul, comme le disait Marie-Lise, et qu'il va falloir refonder quand même quelque chose comme une armée.
une armée une armée de samouraïs ou une armée de ronins, de combattants, afin de reconquérir ces îles de Tsushima et combattre l'invasion mongole. Et de fait, je trouve qu'on est, et même dans l'attaque de forts, puisque souvent on est face à des forts qui ont été repris ou qui ont été construits par les Mongols, et du coup, bah, c'est un peu comme dans Far Cry 4 ou 5, voilà, bah, on fait le tour, le 3, on fait le tour des forts, et on essaie de trouver finalement la faille pour se débarrasser de la brèche, pour se débarrasser des ennemis. Qu'est-ce qui t'a plu, Marie-Lise? Si quelque chose t'a plu dans Ghost of Tsushima, qu'est-ce qui t'a marqué en tout cas? Alors, bah, tout de suite là, ce qui me vient en tête, c'est le visuel. Enfin, parce que on voit que c'est pas un, comment dire, c'est pas un The Last of Us, hein. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes budgets très certainement, mais il y a quand même un vrai travail sur les décors, les ambiances visuelles, les jeux de lumière. Il y a vraiment une vision très cinématographique. Donc après on voit que, voilà, sur les animations des fois c'est pas tip top. Dès que les personnages parlent, on voit qu'au niveau des expressions faciales c'est pas forcément ça. On sent le petit manque de budget à ce niveau-là. Mais pour donner un exemple parmi des milliers, quand on se retrouve face à un adversaire un peu plus fort que les autres, il y a une espèce de cinématique qui s'ouvre où on voit donc les deux combattants face à face. Derrière, en général, c'est un décor avec, je sais pas, des cerisiers en fleurs ou des arbres qui perdent leurs feuilles. Enfin, il y a vraiment une vraie mise en scène cinématographique impressionnante. Et ça, enfin, déjà, ça c'est hyper bluffant. Enfin, on a parlé du cinéma de Kurosawa tout à l'heure. C'est pas galvaudé. On voit qu'il y a une réelle inspiration du cinéma de samouraï dans cet aspect visuel. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui m'a étonné sur ce titre. Pierre, oui, le côté cinématographique. Les premiers extraits qui ont été montrés, les premiers trailers, ils mettaient vraiment en avant en fait ce côté très cinématographique avec les inspirations de films de sabre japonais classiques, notamment Kurosawa en premier. Enfin, il y a même un mode dans le jeu qui permet de passer le genre noir et blanc en fait avec un grain à l'ancienne. Et c'est vrai que oui, non, c'est très présent, notamment effectivement comme disait Marie sur les duels, où pour le coup moi c'est vraiment ce qui je trouve marche le mieux dans le jeu, c'est-à-dire que par rapport au combat classique, même s'il y a des stratégies à mettre en place, c'est vrai que les duels ont ce côté spectaculaire, ont une tension qui naît en fait de l'affrontement. Et il faut vraiment lire en fait les mouvements de l'adversaire, et toute la mise en scène est faite pour qu'on ait l'impression vraiment de voir un duel de cinéma. La caméra est beaucoup plus proche, enfin, voilà, tout est fait pour donner cette impression-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le jeu, même en termes de mise en scène. C'est une mise en scène qui est pas très, comment dire, qui est pas très inventive en fait, en termes de plan, de choix de cadre et tout ça. Mais il y a vraiment un côté plan, soit en plan américain, des plans un petit peu lointains, et un rythme qui peut justement faire penser à ces films d'époque. Et à ce niveau-là, ça marche plutôt bien, ouais. Ouais, effectivement, là, pour le coup, je suis d'accord sur ça me rappelle les duels de Red Dead 1. Il y avait un côté très cinématographique, très western italien, on en parle beaucoup, western spaghetti, on en parle beaucoup ces derniers temps, avec la mort d'Ennio Morricone. Mais là, il y a un vrai côté réussi là-dessus, je trouve. Et en même temps, ça ne galvaude pas il y a un vrai plaisir du combat. C'est-à-dire que il y a une exigence, pardon, du combat. C'est ça. Et puis c'est pas retranscrit uniquement dans le combat. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a comment dire, les grands principes de base des jeux d'action-aventure en open world. C'est-à-dire qu'il y a des missions principales qui font avancer l'histoire, des missions secondaires qui font, je sais pas, gagner de l'expérience, ainsi de suite, et puis des petites missions annexes rigolotes. Et ben, même dans cet aspect-là, on voit le travail visuel. Je citerai un seul exemple. On croise de temps en temps des petits renards qui vous invite à les suivre, et on se retrouve face à un petit temple qui va vous donner une compétence, vous faire évoluer une compétence. Et ben juste ça, au moment où on appuie sur le bouton en fait pour signifier qu'on on rend hommage au temple en s'inclinant. Souvent on a la caméra qui tourne un peu et on voit le paysage autour, et c'est des paysages qui sont très travaillés. Cette île de Tsushima, elle est sublime. Il y a des zones géographiques qui font très automnales avec des feuilles oranges les rouges qui tombent, qui sont portées par le vent. Il y en a d'autres qui font plus estivales, il y en a d'autres qui font plus printanières avec des fleurs de partout. Et à chaque fois qu'on a ces toutes petites actions et ces mini cinématiques qui s'ouvrent in-game, moi j'ai été très souvent subjuguée par le paysage et l'ambiance générale de ce titre, ou même les sources, les onsen, les sources d'eau chaude, qui sont une étape pour se ressourcer et gagner de la vie. Et on se pose dans ces toute petite source d'eau chaude, et autour c'est juste sublime, on a envie d'y être, quoi. Pierre, rassure les gens qui n'aiment pas les entre guillemets les visual novels, ou enfin en tout cas ce qu'on appelle dans le jeu vidéo à tort, je pense, du cinéma interactif.
C'est pas du tout du cinéma interactif, Ghost of Tsushima. On est bien dans un open world de combat, hein. Enfin, Ah oui, c'est complètement l'inverse, hein. C'est vraiment, enfin, bon, mais forcément, il y a des scènes de dialogue pour faire progresser l'histoire, mais c'est beaucoup plus axé sur le gameplay que sur la narration. C'est justement, en fait, c'est ce qui le rapproche beaucoup plus, effectivement, par exemple, d'un, comment dire, encore une fois, enfin, Far Cry ou Assassin's Creed, les deux marchent bien, mais ça les rapproche plus de ça, plus que d'un Red Dead ou d'un The Witcher qui sont beaucoup plus verbeux. Là, on est vraiment dans l'action avec effectivement quelques cutscenes pour faire avancer, mais c'est majoritairement de l'action. Et c'est justement ce qui marche bien dans le sens où c'est une sorte d'immense terrain de jeu. Et moi, j'ai plus comment dire, de difficultés avec l'originalité de l'ensemble, mais c'est un vrai terrain de jeu, c'est un bac à sable en fait, où on peut s'amuser, où on a de quoi faire et où on reste assez peu de temps sans avoir une sollicitation, en fait, que ce soit un combat, que ce soit une personne à aller secourir, enfin, tout l'univers va dans le sens du gameplay, c'est-à-dire qu'on va jamais se retrouver sans rien à faire avec juste de la contemplation, ce qu'on peut aussi faire, hein. C'est un jeu qui est suffisamment joli pour qu'on puisse le faire, mais on va toujours avoir un petit élément qui va nous attirer l'œil quelque part, et on va toujours avoir des phases de jeu régulières, ouais. Oui, c'est effectivement orienté beaucoup plus action, donc on n'est pas du tout dans le cinéma interactif. Là, il y a beaucoup de jeux Marilys. J'apporterais juste un tout petit bémol, c'est que, ok, on n'est pas dans le contemplatif, mais tout ce qui est dialogue et cinématique a quand même une vraie importance, dans le sens où on peut pas y couper, on peut pas y échapper. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, on se balade dans les décors, et puis à un moment, on voit un petit groupe de Mongols qui attaquent je sais pas, un pêcheur ou autre. Donc on se sent obligé d'y aller pour le sauver. Et puis là, on passe toujours par le petit côté merci Seigneur, vous m'avez sauvé la vie. Enfin, moi, je sais que par moment où j'avais envie d'avancer, où j'avais un objectif, il fallait que j'aille dans tel camp mongol pour le libérer. Je croisais trois mecs comme ça. Je me disais bon, il y a un moment, ils vont arrêter de me remercier là. Ça suffit, Ah oui. Ça cause trop. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on puisse pas passer les dialogues. Ça, c'est un souci. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Quand t'as envie d'avancer, d'aller dans l'action, des fois c'est infernal parce que ça blablate. Oui, parce que c'est vrai, c'est quand même fondé comme un jeu systémique, c'est-à-dire il y a des systèmes de mécaniques de jeu qui s'entrecroisent et on est là quand même pour y aller, quoi. C'est vraiment ce qu'on dit, hein, malgré la beauté du décor. Alors c'est là où moi j'apporterais peut-être un autre son de cloche. Moi, le démarrage j'ai trouvé ça au départ assez faiblard. Je trouvais ça très beau, hein, je veux dire, hein, mais je me suis dit, mais c'est vraiment, on a l'impression que tout est cliché, quoi. C'est-à-dire que c'est magnifique, c'est tout ce que tu dis, Marilys. Mais je me suis dit, mais c'est quand même tarte à la crème, ils vont nous faire toutes les tartes à la crème du samouraï. Alors effectivement, maintenant, je veux dire, bon voilà, on s'y connaît en samouraï, en tout cas, pour ce qui est de sa représentation cinématographique ou télévisuelle, enfin, ou en série ou en version jeu vidéo, c'est bon, on en a vu passer. Et je me suis dit au début, mais qu'est-ce que c'est? Alors, moi, ce qui est venu sauver ça, c'est deux choses. C'est le personnage, Maris, c'est vrai. Moi, ce personnage, il est un peu faible, je veux dire faible, pas lui, mais il a des faiblesses, donc c'est plutôt intéressant de voir ce bonhomme. C'est pas un Schwarzenegger, c'est vraiment pas un héros des années 80. Pour le coup, c'est plutôt, ouais, voilà, il est bien 2020. Il est pas tout à fait serein. Il est sur ses deux jambes. Mais enfin bon, il s'est quand même pris une sacrée baffe. Et j'adore le système de direction, enfin de balade du jeu. C'est-à-dire que pour vous indiquer où vous devez aller, vous choisissez sur la carte. Bon bah, je vais plutôt aller essayer de chercher le samouraï spécialiste de l'arc. Et le vent souffle et on voit le vent. Il y a littéralement on peut voir ce vent réellement dans l'espace. Il est matérialisé. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est vraiment magnifique, enfin, qui est très très belle. Je pense que c'est pour faire comment dire. Il y a la violence d'un côté, la violence qui est très crue. Les combats sont très sanglants. Parfois, on tombe sur des zones où il y a eu des combats avant qu'on arrive. Il y a des gens qui sont pendus aux arbres, qui sont empalés. C'est vraiment très très dur. Et d'un autre côté, on a cette poésie qui est omniprésente. Voilà, d'un renard qui court à côté de votre cheval, du vent qui souffle pour vous indiquer la direction, des fleurs. Et cet aspect extrême violence et dureté de la guerre et de tout ce que ça apporte. Et de l'autre côté, la poésie de la nature. Parce que bon, ça, on va pas spoiler, mais régulièrement, on vous explique pourquoi il se passe ça, pourquoi le vent souffle, pourquoi le renard vous suit, ainsi de suite. Et cette poésie-là, il y a un vrai choc entre les deux. Et moi, c'est vraiment là que j'ai trouvé l'originalité du jeu, en sens où oui, faut pas être. C'est un action aventure assez classique. Il ne révolutionne rien. C'est vraiment ce contexte-là
d'extrême violence, mais aussi de poésie, japonaise qui fait le sel de ce jeu-là pour moi. Pierre, cette dichotomie, tu l'as ressentie ? Ils ont voulu conserver justement la violence des combats pour encore une fois coller au côté cinématographique de genre de représentation de films de sabre, et surtout à l'esthétisme japonais d'époque, enfin, que ce soit effectivement le glissement un peu subtil de toute pas vraiment le bestiaire, mais de la mythologie japonaise, avec notamment le renard. Ouais. Et l'importance de la nature. C'est vrai qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant ce qu'était aussi cette époque en termes d'art et de rapport des personnages avec leur environnement, où on a effectivement des vrais tableaux, en fait. C'est-à-dire qu'on a même quasiment des missions où on trouve des parchemins qui représentent des tableaux connus et existants, en fait, du Japon, et on va devoir aller sur les lieux qui ont été peints ces tableaux pour trouver les objets qui sont cachés. Donc il y a vraiment tout ce côté-là qui est très prégnant, et notamment aussi par rapport au haïku. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des endroits où on va devoir composer un haïku, en fait, en observant l'environnement, et c'est des phases qui sont extrêmement paisibles, où entre la musique, entre la poésie, en fait, de l'ensemble, on a ce côté où on retrouve ce qu'on peut chercher dans l'amour, en fait, de l'esthétique et de l'art du Japon médiéval. Ouais. Et qui nous aide à comprendre, si on veut gratter évidemment, que les samouraïs étaient une caste. Hein. C'était pas juste une armée, ou en tout cas une armée féodale, c'est-à-dire une caste un peu aristocratique, où la poésie était aussi importante que l'art de l'arc et du sabre. Enfin voilà, que c'était quasiment sur le même plan. Enfin en tout cas, c'était vraiment une vraie caste, une vraie classe sociale. Avec ses codes et tout ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement mis en avant. Hein. Excuse-moi d'avoir coupé, Pierre. C'est vraiment mis en avant tout le long du jeu, dans le sens où on vous rappelle régulièrement que vous êtes un samouraï. Après, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, vous démarrez seul, donc vous devez faire, entre guillemets, certaines concessions. Mais régulièrement, le personnage de Jin se pose la question, est-ce que j'arrive à continuer à suivre ma voie, celle du samouraï? Est-ce que je respecte le Bushido? Parce qu'il arrive de temps en temps que, pour survivre ou pour sauver quelqu'un, on soit obligé de s'en écarter. Et ce dilemme-là est permanent. C'est pas juste, comme tu disais dans les Far Cry, où on incarne un mec qui veut sauver sa pomme ou chercher un trésor ou autre. Là, il y a tout un questionnement qui est perpétuel sur j'ai envie de sauver des gens, mais pour sauver des gens, je vais devoir en tuer d'autres. Et si je les tue, si j'y vais face à face, ils sont 15, je suis tout seul, je vais pas m'en sortir. Donc, est-ce que je dois y aller en mode furtif, adopter ce qu'ils appellent la voie du fantôme, mais ce qui va m'éloigner de la voie du samouraï. Enfin, il y a toujours ce questionnement perpétuel du personnage et de son entourage sur fond de on a envahi notre île. C'est notre chez nous, il a été envahi par les Mongols, il faut le sauver, et il faut faire ce qu'il faut pour le faire. Ça traduit justement un élément, moi j'avais très peur dans l'annonce du jeu, c'est-à-dire que confier en fait un jeu sur le Japon médiéval à un studio américain, on peut vraiment s'attendre à justement tous les clichés possibles et imaginables sur les samouraïs, et surtout le côté un peu ce qu'on appelle brochette bœuf fromage, c'est-à-dire espèce de mélange des genres entre J'adore cette expression. Ah mais c'est clairement ça de toute façon. Hein. Au début, en tout cas, ça donne. Moi, j'ai eu cette impression. Et finalement, en fait, ça se dilue très vite, parce qu'on sent un vrai respect, et surtout un respect amoureux, en fait, pas un respect classique, enfin cliché, un respect vraiment amoureux de ces codes-là, de l'histoire, de ce que représente le samouraï, de tout un pan de l'histoire japonaise. Et j'ai été étonné en fait de ce respect-là, et notamment même dans le choix des doublages japonais. Enfin, il y a un vrai respect de toute cette culture-là, et j'étais étonné vraiment dans le bon sens par rapport à ça. J'avais très peur que ce soit justement un alignement de poncifs, et c'est pas du tout le cas. Et c'est assez rare pour être signalé. Ouais. D'ailleurs, je vous renvoie à un autre podcast sur la question du casque et l'enclume, puisque le casque et l'enclume va grandir, ou en tout cas proliférer de manière un peu étonnante, puisque là, on fera parfois des zooms sur un jeu, et avec un invité un peu spécial, ou entre guillemets hors norme. Là, j'ai invité Julien Pelletier, qui est spécialiste du Japon féodal, à venir nous parler des mythes et réalités, enfin de la réalité derrière les mythes du samouraï. Hein, mythes d'ailleurs engendrés par les Japonais. Les Japonais aiment beaucoup mettre en avant leur mythologie, tout en sachant que derrière, c'était pas aussi bushido que ça, hein, en tout cas tout le temps. Et voilà, donc je vous invite, il y a un autre podcast sur la question de Ghost of Tsushima, qui ne traite pas du jeu, mais qui traite justement de ces mythes derrière la réalité, puis le fantasme, hein, le fantasme qu'on a un peu tous autour de ce samouraï kurosawaesque,
qu'on aime tant. On a peu parlé des combats, pourtant moi c'est un vrai, en tout cas c'est un vrai plus. Il y a, là pour le coup, tu parlais Pierre d'amour, en tout cas de passion pour ce Japon médiéval et cette caste des samouraïs. Et alors là, ça s'est clairement inspiré voilà, de positions réelles, positions de combat, de difficultés dès que les ennemis sont un peu plus que deux, généralement, dans la manière de se positionner pour briser les gardes, etc. Enfin, c'est extrêmement précis. Hein. Moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, le gameplay des combats, c'est vraiment une des grandes réussites du jeu. Bah, t'as à la fois cet aspect qui est très classique dans les actions RPG où t'as des arbres de compétences que tu débloques pour personnaliser un peu ta façon de combattre. Mais là, comme c'est mis dans un contexte voilà de samouraï et autres, là tu peux choisir un peu tes voies. Donc tu auras des voies qui te permettront de mieux t'en sortir face à des adversaires qui ont des boucliers ou face à des adversaires qui sont plus grands, face à des adversaires qui sont plus rapides. Et en fait, quand tu es dans l'action même, tu vas changer de voie au fur et à mesure. Voilà, j'ai cet adversaire-là en face de moi, donc je vais combattre de cette façon-là. J'ai celui-là en face de moi, donc je vais combattre de cette façon-là. Et du coup, tu peux vraiment personnaliser, paramétrer ta façon de combattre. Et comme dans beaucoup d'actions, enfin quasiment tous d'ailleurs, tu récupères des points d'expérience qui vont te permettre de débloquer tout ça au fur et à mesure de ton aventure. Et du coup, plus tu avances dans le jeu, plus tu personnalises ta façon de combattre. Et du coup, plus chaque combat est un challenge parce que tu peux pas te permettre de marteler la touche action en espérant que ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, assez vite, ça passe plus. Et c'est d'ailleurs l'une des qualités moi du jeu, c'est là où il se différencie également. On parlait de The Witcher 3, dans The Witcher 3 où je trouve les combats, bon voilà, sont un peu lambda, c'est pas le plus intéressant du jeu. Là quand même, il faut être assez vite bon, ou en tout cas maître de sa manette, Pierre. Ben c'est qu'en fait, il y a tout un système de de combat face à des types d'ennemis. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, le personnage a des différentes postures et on va devoir adapter la posture en fait à la personne en face. C'est-à-dire que par exemple, un soldat avec une naginata, par exemple, donc une lance, on va devoir donc prendre une posture qui va nous permettre de le déstabiliser pour ensuite le battre. Sachant qu'effectivement, on peut ne pas changer de posture. Le problème, c'est que les ennemis vont être beaucoup moins blessés rapidement. Et on va avoir beaucoup plus de difficultés à les mettre en déséquilibre. Donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Et ce qui était, alors je trouvais un peu moins utile dans Nioh justement les postures. Je trouvais que c'était un petit peu accessoire. Là, il y a une vraie importance de ces postures-là, même si les combats sont pas extrêmement compliqués, mais il y a notamment dès que les ennemis sont nombreux, c'est important d'arriver à gérer justement ces flots d'ennemis. Après, moi, je trouve juste que c'est pas, comment dire, ça manque un petit peu de subtilité, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce système. Mais je retrouve vraiment des choses que j'ai déjà vues avant, et dans la gestion des ennemis, dans la gestion des groupes d'ennemis, dans le fait que chaque ennemi soit bien différencié avec des attaques particulières. Je trouve en fait le jeu aurait mérité. Je trouve que le système de combat soit plus proche, par exemple, d'un Jedi Fallen Order, où vraiment on ressente que chaque duel est un vrai duel dans le sens pas forcément difficile, mais où il y a un vrai engagement. Et je trouve que ça manque un peu, surtout en comparaison des duels justement en un contre un dont on parlait précédemment, où je trouve que là on ressent cette tension-là, on ressent un besoin de gérer correctement la passe d'armes. Et je trouve que le jeu manque un peu de ça à côté. Ouais. Oui, ça marche quand ils sont nombreux, Marie-Lise. C'est ça. C'est peut-être pour que ça puisse comment dire convenir à plus de monde, parce que je me souviens encore de l'histoire de For Honor. Et je pensais d'ailleurs qu'ils auraient pris un petit peu cette optique-là, au moins pour les duels. Et en fait, For Honor, ce qui a fait que le jeu n'a pas marché autant qu'il aurait pu, qu'il aurait dû, c'est parce que beaucoup de joueurs le trouvaient trop complexe, justement, dans son approche. Là, pour moi, ça aurait été très bien dans ce type de jeu-là, dans Ghost of Tsushima, mais est-ce que, à un moment, l'équipe s'est pas posé la question, on peut faire un gameplay à la For Honor, mais on va le fermer à plein de monde. Ah oui. Peut-être essayer d'être plus abordable. Ah, il est sûr que de toute façon, le gameplay de For Honor, c'est un gameplay pour hardcore. Hein. Donc, du coup, ça, ils se sont rendus compte. Après, le jeu a formidablement marché sur cette cible, hein, si on parle de marketing 2 secondes. Donc, de fait, je pense qu'ils sont rentrés dans leur très bien largement dans leurs frais. Je crois que ça cartonne encore, mais ça cartonne encore parce que, justement, il y a cette exigence du gameplay. Et effectivement, c'est pas For Honor quand même, hein, parce que sinon, c'est rude. Hein. Mais je trouve que justement, enfin, le fait que les combats soient un peu, alors pas simples, mais qu'il y a un peu moins de challenge en fait par rapport à l'engagement du joueur, je trouve que justement ça va dans le sens
d'un jeu qui est un petit peu trop sur des rails en fait. Et il y a pas vraiment de moment où on va un peu sortir d'une zone de confort enfin c'est vraiment un jeu qui veut tout donner de manière assez simple et sans vraiment de nos joueurs en fait, comment dire, que ce qui donne aux joueurs en fait soit pas des armes suffisantes pour se faire plaisir. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qu'on va pas utiliser, il y a beaucoup d'éléments même de combat qu'on va pas forcément apprendre parce qu'ils sont obtenus dans des quêtes annexes. Et on peut vraiment rester sur un gameplay de base pendant tout le jeu et ça passe. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de diversité, un peu plus d'accro en fait dans ce gameplay pour qu'on on soit obligé en fait d'apprendre un petit peu à manier ses styles. On a l'impression de progresser vraiment en termes de guerrier et pas juste de pouvoir effectivement passer le jeu assez facilement avec le même type de coups. Même si c'est plus agréable de s'adapter, de faire du beau jeu. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est l'effet systémique aussi, c'est-à-dire que bon, on est sur des gameplays systémiques et on va mélanger tout ça et c'est voilà, c'est ce qui marque la plupart d'ailleurs des open world. Tu as eu cette impression un peu d'usure, toi, Marylis, ou pas du tout Oui, complètement. C'est peut-être le point noir du jeu, en fait. C'est-à-dire que si on est déjà coutumier des jeux d'action-aventure, bah, ça reste un jeu d'action-aventure dans un univers Japon féodal. Il y a pas de grande originalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on fait comme dans beaucoup de jeux de ce style-là. Bah voilà, on fait des grosses missions, puis à un moment, on n'est plus assez fort pour faire les grosses missions, donc bah on va en faire des petites pour avoir un peu d'expérience, débloquer du matériel et autres. Puis on va continuer sur sa lancée. Il y a pas de grande révolution. C'est pour ça que je pense que moi je fais partie de ces joueurs-là, des joueurs qui sont adeptes de ce type de jeu. Qu'est-ce qu'on aime en général? D'avoir une grande liberté. Globalement on l'a. Bon après on va pas spoiler, mais il y a des petites zones des débuts qui sont un peu fermées. Et après on peut passer, mais globalement on va un peu où on veut et dans l'ordre où on veut. On veut plein de compétences différentes. Là c'est le cas. On en a plein et on débloque celles qui nous plaisent pour un peu personnaliser son gameplay. On a plein de choses à faire. Des tonnes de choses à faire. Donc voilà, il y a des gens qui diront que c'est pas génial parce qu'au bout d'un moment on sait plus vraiment quoi faire, mais voilà, faut aimer ce style-là où on peut passer 2 heures à juste aller débloquer, comme on disait tout à l'heure, les petits temples avec les renards ou avec les haïkus. Et voilà, voilà. Et comme dans ce type de jeu, des fois on avance juste pour aller chercher quelque chose et entre temps on va croiser 3-4 autres choses qui vont nous ralentir. Et faut aimer, voilà, faut aimer ce style-là. Faut aimer ce style action-aventure en open world. Il faut aimer cette ambiance-là Japon féodal. Sinon, on peut s'ennuyer, on peut trouver ça redondant. Ça, c'est qu'en fait, il y a plein de bonnes idées. Enfin, notamment les duels, les attaques de fort qui marchent très bien. Enfin, il y a vraiment des beaux moments. Mais effectivement, c'est important que tu mentionnes ça, Marylis, parce que c'est vrai que je pense que il y a beaucoup de gens qui sont pas, comment dire, la communication ne met pas vraiment ça en avant. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens vont l'acheter en pensant jouer à un jeu entre guillemets linéaire de samouraï avec beaucoup d'action et quelque chose de très enlevé, très rythmé. Et c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est et c'est moi un peu ce que je lui reproche, c'est un jeu avec un système typique qui est déjà mis en place depuis des années et il y a l'environnement samouraï donc qui est très bien fait, qui marche très bien, l'environnement Japon féodal qui est très respectueux, mais effectivement faut pas s'attendre à avoir une grosse nouveauté ou une grosse révolution dans ce système-là. Et je pense, après c'est bon, pour le coup c'est le hasard du calendrier, mais c'est vrai que Tsushima sortant pas très loin finalement du prochain Assassin's Creed, je pense que la comparaison va être assez dramatique. Alors pour l'un ou pour l'autre, je sais pas, mais c'est vraiment les mêmes systèmes, quoi. Oui, en tout cas, Ghost of Tsushima pourrait paraître un cran en dessous, évidemment, toute l'expérience Ubisoft en matière d'action, action open world, je dirais, puisque si on doit le qualifier, je le qualifierais comme ça. En plus, il y a un autre souci, on en avait parlé, Pierre, c'est que, mais alors là, c'est vraiment entre guillemets, je sais peut-être qu'il y a que les journalistes ou quelques vraiment fans passionnés de jeux vidéo. Alors moi, j'ai fait The Last of Us 2 juste avant, et alors en prenant Ghost of Tsushima, et là, de fait, tout paraissait cliché en fait, mais tout, c'est-à-dire du gameplay à l'environnement, ces samouraïs, etc. Et en fait, pas du tout. En grattant, on fait OK, d'accord. Alors moi, ça a fait l'effet inverse. Tu le raconteras pour toi, Pierre. Moi, ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a vraiment commencé. Je me suis dit, mais je sortais de The Last of Us 2, qui est pour moi une expérience très forte.
Et là, je me suis dit, c'est lambda, et tout est lambda. C'est pas que c'est mal fait, hein, c'est bien fait, il y a même des bonnes idées, c'est lambda. Et petit à petit, le jeu, par son sens du combat, par le fait qu'on soit finalement assez libre, hein. Alors je dirais que c'est pas un jeu apéro, mais on peut aller le grignoter un peu comme on veut. On n'a pas forcément une forte implication. On retrouve un peu cette idée de jeu qu'on peut consommer comme ça, avec grand plaisir 1 heure ou 2, sans s'impliquer complètement ou totalement. Et petit à petit, moi, le jeu m'a pris. Donc, mais pour son tout, hein, c'est-à-dire pour ses combats. Bon, certes, on n'est pas dans Nioh, mais enfin, quand même, c'est quand même pas mal. L'environnement, c'est ce système de vent où on peut se déplacer, le cheval qui est quand même très agréable, l'arc qui est quand même un peu pénible à contrôler. Donc, ça, c'est bien que ce soit pénible à contrôler. Bref, je trouvais que tout ça, finalement, tout ça, finalement, est arrivé à me séduire, à me sortir de mon The Last of Us 2 et à m'emmener ailleurs. Et voilà, et ça a quand même pas mal marché. Je dois dire que c'était pas simple. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me permets de faire la remarque parce que ça peut arriver à d'autres, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à The Last of Us 2 et que de fait, voilà, c'est plus du tout pareil, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, enfin, sans effectivement comparer, enfin, en termes de narration comme ça, mais juste en termes de. Ah, c'est pas la comparaison, hein, c'est Voilà, mais L'expérience c'est ça, mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, enfin, The Last of Us, même si effectivement, bah, les bases de gameplay sont déjà vues, mais il y a une intensité, il y a une écriture, il y a un travail sur la mise en scène qui sont tellement et novateurs et assez assez fascinant en termes de technique et de surtout de transition. Effectivement, revenir à un jeu qui enfin, qui est classique, hein. D'ailleurs, il a rien à se reprocher, qui est assez voilà, classique. mais qui sincèrement aurait pu sortir il y a 5 ans sans souci. Et c'est vrai que on a une sorte de retour en arrière en termes de qualité de production et de qualité de mise en scène, de narration. Effectivement, on retrouve quelque chose de très jeu vidéo pur entre guillemets, c'est-à-dire que on a un bac à sable, on a un héros, on a des missions et voilà. Et il y a pas de plus-value forcément sur le scénario, il y a pas forcément de plus-value sur la mise en scène. Alors par contre, qu'on s'entende bien, c'est vrai que l'univers est sublime, enfin la DA est magnifique, c'est un univers qui est extrêmement agréable à parcourir. Mais effectivement, je pense que pour quelqu'un qui a enchaîné par exemple Days Gone, Red Dead, Assassin's Creed et derrière Tsushima, je suis pas certain qu'il aille jusqu'au bout. C'est vrai. Clairement. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, là, les comparaisons sont très bonnes. C'est-à-dire les comparer quand on a fait ces jeux. Et Dieu sait que je défendrai quand même Ghost of Tsushima. Ouais, c'est sûr que là, bon, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Marie-Lise. Bah, moi, c'est marrant parce que, pareil, j'ai enchaîné The Last of Us 2 avec Ghost of Tsushima. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que, même si j'adore The Last of Us 2, hein, mais c'est un jeu qui m'a pris, qui m'a conduit où il voulait, qui m'a mâché, qui m'a recraché, qui m'a vraiment donné l'impression de pas être maîtresse de quoi que ce soit, de devoir me laisser happer par tout ça et l'accepter. Dans Ghost of Tsushima, ce qui m'a plu, c'est que j'avais la maîtrise. Tu vois, j'étais un samouraï. Et j'arrive devant des ennemis, je décide, qu'est-ce que je fais? Je me planque et je les égorge dans le dos, ou au contraire, je leur crie dessus, allez les gars, venez, on se bat. Tu vois, j'avais l'impression de reprendre le lead. Et voilà, c'est ce côté-là qui m'a plu. Puis aussi, hein, comme on le disait, on l'a évoqué pendant toute l'émission, il n'y a pas de grande révolution, c'est un jeu assez classique. Et du coup, je savais où j'allais. C'est-à-dire, tu ouvres la map. Bon, au départ, t'as le brouillard de guerre, mais tu vois à peu près quelle taille est fait. Donc tu te dis, voilà, en gros, grosso modo, ça va se passer comme ça. Ça va durer tant de temps. C'est un jeu qui est très long, hein, c'est plusieurs dizaines d'heures. Enfin, on va pas spoiler, mais en gros, en plein débat sur paraît-il, les jeux sont trop voilà, longs. c'est un jeu qui est très long. C'est un jeu qui est très long parce qu'en gros, on débloque la moitié de l'île d'abord. Il y a une façon de le faire, et après, il y a une autre moitié d'île. Donc, c'est un jeu qui est très long. Et moi, c'est ça, de reprendre le lead, de me dire voilà, je décide de ce que je fais, je décide d'où je vais, je décide de quelle façon je me bats, je décide qui sauver, qui laisser tomber. Ça, voilà, j'ai repris le contrôle de mon jeu, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je sais pas si on vous a beaucoup aidé, auditrices, auditeurs, sur Ghost of Tsushima. J'ai l'impression qu'on a des avis à la fois très proches et complètement différents. Enfin, c'est le but du casque et l'enclume aussi, non pas de vous perdre, mais bon, voilà, de vous donner des avis. En gros, c'est peut-être aussi un jeu un petit peu plus lambda, enfin, c'est-à-dire on rentre dans des codes de l'open world aventure, open world action, et en même temps il y a quand même cette touche Japon féodal, je dirais. Sur le samouraï aussi, il y a un petit côté quand même, notamment dans les positions, dans les postures, je trouve ça vachement intéressant, enfin, en tout cas pour moi, parce que ça c'est vraiment inspiré du combat, de l'art de combat, et ça c'est super intéressant. Et effectivement, cette beauté des décors, cette invitation parfois
qu'est-ce que je dirais un peu, c'est un peu bizarre parce que ça tombe, c'est pas comme un cheveu sur la soupe parce que tout le paysage vous invite à un peu de poésie, mais quand on a ces phases de poésie, c'est très étrange parce que le jeu nous force à nous. Alors tu disais on a le lead, bah là on n'a pas le lead, le jeu nous force à la poésie. Et je trouve ça pas mal, c'est assez culotté quand même de Ça dire. dure 2 secondes. Ouais, mais enfin, oui, mais T'es- t'es- dans une phase où tu es très en action, moi ça m'a complètement surpris. Je me suis dit, bah c'est Et bizarre, on n'a pas la main là. je sais pas si vous l'avez pas croisé, mais c'est assez drôle, hein, c'est que souvent ce qu'on disait tout à l'heure, les sources d'eau chaude, donc font Oui. partie de ces scènes qui ralentissent, là, les onsen, sont souvent pas très loin de camps mongols. Donc des fois c'est rigolo de se dire, je suis en train de me baigner dans une source d'eau chaude à faire de la poésie, alors qu'à 200 mètres, il y Et a après, je vais aller un leur camp foutre sur la mongol qui gueule, m'attend. voir, ça va être méchant, il va y avoir du sang partout. Tu peux le faire avant, tu peux le faire après, tu choisis. Ouais, parce que c'est bien dégueulasse, hein, on l'a dit quand même, mais ça saigne, Ah ouais, ça saigne. c'est- Malgré la. Ah oui, Hein, oui. ça pour le coup, effectivement, si, enfin, je sais pas si des gens qui sont un Cible. petit peu jeunes nous écoutent, mais oui, il y a vraiment, il y a vraiment des têtes qui volent et des bras coupés. Hein, Oui, donc oui, c'est, oui, ça tranche. Hein. Mais voilà, ça c'est. Ouais. Même au niveau du propos, hein, c'est un contexte de guerre, hein, d'invasion. Et les Mongols, ils sont vachement inspirés des faits historiques. Bon, il y a des petites libertés, mais ils sont vraiment inspirés de l'histoire de l'invasion mongole du Japon. Et c'était pas des rigolos, hein, les Mongols. Non, Hein, visiblement. ils empalaient les gens et tout. Et d'ailleurs, le voilà. début est assez réel, hein, puisqu'ils ont pris l'avantage notamment par la mer et par les artifices. Ils avaient des artificiers par des espèces de fusées, bombes, entre guillemets, qui pouvaient balancer. Oui, et ils avaient cette technique, hein, donc ils ont bien bossé. Et de fait, on se dit, mais c'est bizarre, ça fait un peu Call of Duty au XIIIe siècle au Japon. C'est quand même un peu étonnant avec tous ces trucs qui pètent, mais en fait, ils ont pris l'avantage à Tsushima avec ça. Donc là aussi, c'est intéressant pour gratter en fait aussi. Hein. C'est-à-dire que ça peut être une porte d'entrée à cet univers qui est effectivement fascinant. Et on peut s'en servir de base pour aller plus loin. Alors après, pour aller plus loin, effectivement, il faut plutôt des livres ou le podcast parallèle Casquet l'enclume. Mais voilà, donc mais bon, c'est quand même intéressant. Voilà, effectivement, je sais pas s'il arrive au bon endroit entre la PS4 et la PS5, ce jeu. C'est ça, c'est que le pauvre, il arrive dans un moment où c'est un peu compliqué en termes de calendrier. Ouais. Alors, bon, là, l'été, ça va être parfait parce qu'il y a quand même un espèce voilà, il y a un trou, donc bon, voilà, Plus de plus de temps temps pour pour jouer. jouer. On se dit, bon, bah voilà, il n'y a pas de grosse sortie pour l'instant. Tout est un peu repoussé, hein, d'ailleurs, ceci dit. Enfin, je dis tout, mais quand même pas mal de choses, pas mal de jeux ont été repoussés. Donc, ça peut être une option, une bonne opportunité pour ce Ghost of Tsushima. Mais enfin, la comparaison va être un peu difficile par rapport à des gros jeux, des grands jeux. Ouais, voilà, il faut bien avouer qu'il est un tout petit peu classique. Ça me fait penser un peu au classicisme un peu de Far Cry 5. Oui, ça, c'est qui est pas désagréable, mais qui réinvente rien. Voilà, alors pour le coup, il est beaucoup plus original, hein, le Ghost of Tsushima, dans la manière dont il traite les samouraïs, mais enfin, quand même, voilà, ça peut paraître comme ça. Marie-Lise, Pierre, merci. Merci à toi. Merci, Bel Jean. été à vous. On se retrouve vite dans le casque et l'enclume. Et un grand merci à ceux qui nous aident via Patreon, via Tipeee, tout ça. Bon, bref, tous ces gens qui nous aident. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut! Ciao. Salut!